Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Don't Lie with Eli. L'invitée que je reçois aujourd'hui est une femme étonnante de culture et d'intelligence. Sociologue, ethnologue, poétesse, écrivaine et aussi danseuse, elle nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Cette invitée, c'est Stéphanie Meignion-Renette. Allez, c'est parti! Bonjour Stéphanie, comment ça va? Bonjour Zilé, très bien, merci. C'est ce que je vois, tu es rayonnante. Merci. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité afin que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. C'est bon, tu es prête? Alors Stéphanie, tu es d'origine guadeloupéenne, tu as fait de longues études notamment avec un bac littéraire, commerce international, langue et maîtrise, DEA. Qu'est-ce qui t'a influencé à choisir autant de branches professionnelles? Enfin, moi je dis souvent que c'est la providence en fait, des rencontres, des décisions, des choses qui parfois font écho peut-être à une expérience, voilà, et c'est finalement, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir fait plusieurs choix, mais finalement d'avoir suivi ma voie, quoi. Tu écris beaucoup d'articles scientifiques, des essais, des poésies. D'où te vient cet amour des mots? Je crois qu'il me vient de mon père. Même dans mon premier livre, j'ai parlé un peu du déterminisme familial et je suis convaincue que vraiment on est parfois influencé, peut-être inconsciemment, par son environnement familial. Est-ce que tu pourrais écrire, toi en tant qu'écrivaine, l'histoire de quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre? Écrire pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire être la voix de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pour le moment si je pourrais le faire, parce qu'il faut pouvoir être moins soi et plus essayer de refléter ce que la personne est, et ça c'est peut-être un exercice plus compliqué. Écrire sur quelqu'un, oui, pourquoi pas. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, tu es ethnologue et sociologue, ce sont des sujets qui sont très pointus et très vastes. Pourquoi avoir choisi ces thèmes-là? J'ai commencé par des études de langue, parce que j'aime beaucoup l'idée de la communication. Ça va aussi avec l'étude des cultures, parce qu'on n'étudie pas une langue sans étudier sa culture. Et ensuite, justement, l'amour des cultures m'a amené en fait à vouloir aller sur le terrain, rencontrer les gens. Alors j'aurais pu être historienne parce que c'est aussi l'histoire des gens, des peuples, des cultures, mais pour moi ça reste encore pas superficiel, mais peut-être pas suffisamment humain. Parce que l'histoire c'est du factuel et la sociologie c'est vraiment finalement, l'ethnologie c'est s'immerger dans la culture de quelqu'un, dans sa vie, dans son quotidien. Et quand on fait la sociologie, finalement, c'est aussi combattre une part de soi, parce qu'on a tous des préjugés. C'est la première chose que j'ai constatée, finalement, aller sur le terrain, on arrive avec ses appréhensions, justement parce qu'on a des préjugés parfois sur les gens, et que ça nous aide souvent à les dépasser, finalement. Et s'immerger dans une culture, par exemple le vaudou, on entend beaucoup de choses sur le vaudou, finalement aller dans une cérémonie, ça fait tomber beaucoup de préjugés. Beaucoup de peur. Tu es allée dans une cérémonie vaudou? Oui. Waouh! Bon, pas mal de cérémonies d'ailleurs. Et c'est. Ça doit être flippant quand même, non? Alors je dirais pas que c'est flippant, c'est impressionnant. Ouais. Plus parce que pour moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir la foi. Alors par rapport justement au vaudou, je rebondis sur ce que tu es en train de dire pour faire un lien avec ton premier ouvrage que tu as écrit qui s'appelle Haïtiens à New York City entre Amérique noire et Amérique multiculturelle, des éditions de l'Harmattan. Alors tu as choisi le thème d'Haïti. Alors est-ce que c'est parce qu'à 10 ans tu étais marqué par le bonheur de ton père quand il a vu l'élection du président haïtien Aristide, ou est-ce parce que Haïti est la première république noire? Alors je crois que tout ça c'est un peu lié. La première raison quand même, c'est parce que je suis angliciste de formation, ensuite je me suis orientée vers un 3e cycle, un doctorat en sociologie américaine. Et du coup, je voulais étudier une communauté noire, parce qu'avant ça j'ai étudié le jazz, je voulais continuer sur une communauté noire mais qui ne soit pas afro-américaine proprement dite. Et la deuxième raison, oui, c'est parce que Haïti, clairement, la première république noire, que j'ai ce souvenir vraiment qui est resté le jour où Haïti a été élu. C'est un vrai changement, même si après les choses se sont un peu gâtées, elles n'ont pas été vraiment comme le peuple aurait voulu, mais c'était un moment, voilà, Haïti est quand même la première république noire avec une histoire particulière, avec un itinéraire qui est très chaotique, c'est vrai, et qui continue encore à fasciner parce que Haïti fascine et que son peuple, pour le coup, moi ça me rappelle vraiment ce que Daniela Ferrière m'avait dit, où il m'a dit c'est pas quelque part il fait pas un éloge de la dictature en disant voilà que ça nous a permis d'être ce qu'on est, mais que finalement ça a permis au peuple haïtien d'être plus grand que ce qu'il était avant, c'est-à-dire avec la diaspora où il y a tous ces personnages aujourd'hui, écrivains, hommes politiques, femmes politiques,
comme Michael Jean au Canada, par exemple, qui aujourd'hui s'illustrent et qui sont à des postes importants et qui sont du coup le reflet de la grandeur de leur pays d'origine en fait. Alors dans ton bouquin, tu étudies le processus d'insertion des Haïtiens dans une société américaine hyper fragmentée, berceau d'enclaves raciales, ethniques et culturelles. Et dans l'ouvrage, qui est divisé en 3 parties distinctes, tu nous parles de la constitution de la communauté haïtiano-américaine, de l'Amérique noire, mais aussi de l'Amérique multiculturelle. Ce qui est intéressant, c'est oui, multiculturel, parce que oui, c'est pas pluriethnique, il y a une différence entre pluriethnique et multiculturel. Alors pour ceux qui nous regardent, quelle est la différence? Pluriethnique, ce serait par exemple Trinidad, ce serait par exemple même la Guadeloupe, même la France, même si elle ne reconnaît pas encore. Mais pluriethnique parce que ça veut dire qu'il y a différents groupes ethniques, que c'est pluriel au niveau de la constitution de la population. Multiculturel, ça veut dire que c'est pluriel, qu'il y a énormément de groupes ethniques, mais que c'est aussi institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces communautés à la fois dans les institutions, mais aussi que les langues sont reconnues, pas forcément en langue officielle, mais en tout cas qu'on reconnaît ces cultures et qu'elles ont une place à part entière dans le système américain. Tout à fait. Mais je rebondis sur un passage que j'ai lu qui dit que ce soit en Haïti ou à New York, que les Haïtiens ont 2 niveaux, le français et l'anglais, mais que le français et l'anglais restent supérieurs au créole. Pourquoi en fait? Alors ça, c'est le problème des Haïtiens comme c'est le problème des Antillais. Oui. C'est-à-dire que avec la colonisation, le créole c'était un peu parler petit nègre en fait, à l'époque. Et on nous interdisait de parler créole à l'école. Parce que c'était vulgaire, Antilles, pas respectueux. Voilà, pas respectueux, que c'est pas... Ça ramenait à l'époque de la colonisation. Exactement, et quelque part, le français, la langue du colon, est par définition une langue de statut. C'est-à-dire que quand on parle le français, donc en Haïti, on dit qu'ils sont francophiles, parce que parler français, c'était par exemple la classe mulâtre bourgeoise qui parlait français, qui monte justement au niveau d'éducation et du coup, quelque part, c'est un statut social en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui disent qu'ils parlent français, alors qu'ils sont avant tout créolophones en fait. Tu nous dis que dans certaines écoles américaines sont introduits dans les programmes la langue créole. Oui. C'est incroyable ça. La langue créole haïtienne. Haïtienne, oui. Parce qu'il y a beaucoup de créoles qui sont différents, point de vue de la syntaxe, même de certains mots qui sont spécifiques. On va dire ish en Martinique, on dirait timoun en Guadeloupe, par exemple. Et en fait, oui, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vraiment pour moi un signe d'intégration. Et d'ouverture. Et d'ouverture. Bon, ça a été sous Bush, étonnamment. Tu vois, les grands esprits sont là. Étonnamment, le fils Bush. Voilà, le fils Bush. Où en fait, ils ont mis en place un système, enfin on va dire un programme scolaire qui s'appelle No Child Left Behind. Aucun enfant laissé à la traîne, en gros. Donc le but, c'était de réduire le fossé de réussite entre les classes, par exemple, blanches, asiatiques, etc. Enfin, les groupes, du moins, plus aisés, ou en tout cas, et les communautés moins favorisées qui connaissent peut-être plus de difficultés, comme les hispaniques, les afro-américains, etc. Et les immigrants. Voilà. Donc il s'agissait d'enseigner, il s'agit d'enseigner à chaque enfant les 3 premières années de son intégration à l'école, lui enseigner dans sa langue maternelle. Alors, le plus ironique dans l'histoire, c'est qu'on a beaucoup décrié les Haïtiens avec des préjugés, des stéréotypes de l'Haïtien qui est très négatif, ou la sorcellerie, le manque d'hygiène, la pauvreté. Enfin, ça, c'est des réalités qui existent encore aujourd'hui, malheureusement. Alors ça, c'est effectivement une des choses qui m'a interpellée. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la communauté haïtienne, donc la migration, donc les différentes communautés, les différents lieux où se sont implantés les Haïtiens dans la Caraïbe avant d'arriver aux États-Unis, donc aux Bahamas, en République dominicaine, aux Antilles françaises, etc. Et on s'aperçoit que ce sont les mêmes poncifs en fait, les mêmes stéréotypes, les mêmes choses quoi, c'est-à-dire alors au début je me dis mais comment ça se fait qu'au final on va dire qu'ils sont tous noirs, voilà, ils font de la sorcellerie, où ils sentent mauvais, etc. Pour moi j'appelle ça les stigmates de la pauvreté qui sont pour moi véhiculés par la presse en fait. Ce qui est bien, c'est que ton bouquin est pour moi comme une encyclopédie, c'est vraiment une encyclopédie, on apprend tout. Et ce que j'ai apprécié, c'est que tu as su quelque part redonner les lettres de noblesse à Haïti chérie en
soulignant que par exemple énormément d'auteurs haïtiens ont été primés en littérature. Et d'ailleurs, la plupart des, disons la littérature francophone, une grande partie, alors je ne sais pas quel pourcentage, peut-être 30%, 40%, je ne sais pas, vient d'Haïti en fait. Et du coup, les Haïtiens ont réussi à imposer leur culture aux États-Unis, contrairement à nous, les Antillais. Exactement. Ils ont vraiment la culture haïtienne, c'est assez étonnant quand on va à Miami ou à New York. Bon, il y a Little Haïti à Miami. À New York, ils sont beaucoup plus, on va dire, dispersés. Il n'y a pas vraiment une communauté dans un quartier précis de Brooklyn, mais en tout cas, ils ont la culture haïtienne, elle est partout. On va passer à ton deuxième ouvrage que tu as écrit aussi, qui est encore sur le thème d'Haïti, qui s'appelle Mémoires de Jaspora. Donc Jaspora qui est diaspora, qui veut dire étranger au pays, sous les éditions Percé, et dans lesquelles tu abordes une nouvelle fois le thème, comme je disais, de l'haïtien, à travers des entretiens, presque des biographies, hein, si on peut dire, de ceux qui vivent à l'étranger. Et on parle de migration, de racisme, de discrimination, mais aussi de l'amour d'Haïti chérie. Alors c'est un livre qui est aussi tiré de ma thèse, parce que j'ai une thèse, pour le coup, j'allais dire pléthorique, oui. 800 pages. Même les jurys à l'époque m'ont dit oulala, que de lecture. On préfère faire des thèses de 200 pages, comme ça c'est facile à lire. Ils ont lu les 800 pages? Oui, ils les ont lus. D'accord. Parce que bon, les questions à la soutenance, je pense qu'ils en avaient bien lu. Et c'était important de montrer que en Haïti, parce qu'on a l'impression Haïti, oui, c'est noir, c'est l'Afrique. Bon, le métissage existe partout, il existe en Afrique, il existe en Haïti également. Il y a des gens de toutes les teintes. Parce que ça, c'est quelque part quelque chose de complètement, j'allais dire, qui enveloppe complètement notre façon d'interagir avec l'autre, la couleur de la peau, la carnation. Oui, parce que c'était lié à l'époque de la colonisation à un niveau social des esclaves, en fait. Exactement. Et donc montrer aussi que voilà, il n'y a pas que des personnes qui viennent, malheureusement, qui cherchent à aller chercher la vie ailleurs, comme on dit. Il y a aussi des personnes qui réussissent, qui sont nées à l'étranger ou qui sont arrivées jeunes et qui ont réussi justement par le travail, parce qu'il n'y a que le travail qui paye, comme dit mon père. Et c'est exactement ça, quand on parle de résilience de manière un peu caricaturale, parce qu'on dit que les Haïtiens sont résilients, ils ne sont pas que ça, mais effectivement pour eux le travail, même une valeur fondamentale. Voilà, fondamentale. Et on voit bien qu'en arrivant avec peu de choses, on le voit aussi en Guadeloupe, des personnes qui, à l'époque, vendaient à la sauvette sur les quais. Aujourd'hui, ont des magasins. Il y en a qui sont médecins. Il y en a qui sont ministres, comme Madame Taubira, comme Monsieur Lurel, et comme plein d'autres encore qui nous font plaisir. Et c'était montrer que oui, il y a une élite haïtienne. Et eux aussi, je veux dire, ils ont beaucoup... déjà, ils ont tous une ouverture des salines, etc. Et aujourd'hui, ils ont aussi des protagonistes contemporains qui clairement font honneur à leur pays. Donc c'était montrer tout ça, comment finalement aussi, quel rapport ils ont avec leur pays d'origine. Donc c'est Mémoires de Jaspora, le deuxième ouvrage de Stéphanie Mélion-Renette aux éditions Percé. Alors Stéphanie, en tant que femme, et d'autant plus avec une tête bien remplie et une culture incroyable, quelles sont les difficultés ou les critiques que tu as dû essuyer dans ton parcours? Alors moi, ce que je dirais déjà, c'est que, et que je dis souvent, un docteur, quelle que soit sa spécialité, n'est pas omniscient, déjà. Donc parce que les personnes, quand on se présente comme ça, d'ailleurs je ne me présente jamais en arrivant quelque part en disant je suis docteur Stéphanie Mélion-Renette, je dis Stéphanie Mélion-Renette, point. Parce que finalement, on a l'impression qu'on est mis sur un piédestal, qu'on va vous regarder en disant « Ouh là là, d'accord, c'est ce genre de personnes avec qui je ne peux pas converser ». Non, pas du tout. Nous sommes des personnes normales et nous avons un intérêt pour quelque chose. Parce que pour moi, un mécanicien est un docteur en mécanique. Bref, chacun sa spécialité. Première chose. Et ah oui, une chose souvent, c'est les relations avec les hommes qui parfois sont compliquées. Oui, parce qu'ils ont l'impression que tu es tellement supérieur à eux que voilà, du coup, ils se mettent une pression dans la tête. Parce que peut-être que oui, qu'il y a certaines femmes qui sont castratrices. Oui, on m'a dit ça, que je faisais peur, mais bon. Donc c'est les deux choses où parfois on se dit, bon, sois belle et tais-toi, c'est peut-être mieux. Mais pas sûr, pas sûr, mais vu que tu adores la danse, quand ils te voient danser, ces messieurs, ils devraient être subjugués. Oui. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit quand même, je trouvais ça assez étonnant, qui m'a dit, je comprends la cohérence entre la recherche et la poésie, mais je ne comprends pas le rapport avec la danse. Alors je lui ai dit,
Bah, je crois que la seule question à se poser, c'est d'être en cohérence. Est-ce que je suis en cohérence avec moi-même? Voilà, c'est la première chose, d'être en cohérence avec soi-même. Donc même si ça ne fait pas sens pour vous, ça fait sens pour moi. Tu as sorti, puisque tu écris de charmants poèmes, ce bouquin qui s'appelle Ombre, sous le pseudonyme de Nefta Poetry, aux éditions, encore une fois, Percé. Est-ce que tu peux nous lire celui de ton choix? Alors, je vais lire Haïti pas mourir. Nous interprétons. Haïti pas mourir. D'accord. Haïti, si t'es soleil, t'es pluie aussi. Les lavalas, las et sales eaux qui se prélassent dans les égouts, qui tout emportent ces grands fléaux. Mais Haïti pas mourir, non. Haïti pas mourir. La terre vorace, harassante adversaire, vestige d'une grandeur plantationnaire jadis. Feu pays de cocagne, au cœur des montagnes, sont à feu, exsangues campagnes aux cultures, survivrières. Mais Haïti pas mourir, non Haïti pas mourir. Haïti est une oasis de courage dans le désert des hommes. Mais Haïti pas mourir, non Haïti pas mourir. Haïti est le mirage du divin royaume où le nègre se leva la fierté au poing et comme idiome. Non Haïti pas mourir. Des tyrans despotes, potentats gouvernementaux ont pillé les caisses de l'État. Mais Haïti pas mourir. Des Truman Capote, terreur, des journaux ont terni la réputation de Quisqueya. Mais Haïti pas mourir, non. Haïti pas mourir. Haïti a connu tant et tant de désespoir. Mais jamais Haïti pas mourir. Prier loin, c'est celle solution. Baron Sandir, Zuli, Ogoufera, Yaïzan. Se relever encore, reconstruire encore. Mais Haïti vaillant, Haïti est vaillante. Non, Haïti pas mourir. C'est magnifique, je ne sais pas si tu as vu, tu m'as mis les larmes aux yeux, ça m'a vraiment touchée, c'est très beau. C'est un bel hommage à Haïti. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes comme toi qui préfèrent mettre en lumière toute la beauté des choses plutôt que diaboliser les choses les plus faciles. Nègre, nègre jaune, chabin, peau chapée. À son sort, disait-il, il a échappé. Les ténèbres, heureusement, l'ont épargné. Il croyait aussi son âme diluée. Il croyait aussi son cœur lobotomisé. Parce que le cœur a une mémoire. À son lit en âge, ils voulurent sursoir. Le beau, sale, ment, dingue, fond, choir. Étouffer sa clameur, la rumeur, sa gloire. Et lui coller un ersatz, identité compensatoire, le confiner dans une existence illusoire. Mais il n'y racine en tête, il n'y racine en tchè, il n'y racine en tête, il n'y racine pour non-jouette. Il n'y racine en tête, il n'y racine en tchè, il n'y racine en tête, il n'y racine pour non-jouette. Donc c'est Ombre de Nefta Poetry aux éditions Percé. Alors le dernier né de tes créations, parce que tu es toujours en train de travailler, c'est ce magnifique bouquin. Alors je dis souvent magnifique parce que quand j'aime quelque chose, c'est comme ça. La couverture est juste sublime, elle veut tout dire. C'est par Manu Dorlis, non ? Exactement. D'accord. Et il s'appelle Marronnage and Arts, Revolts in Bodies and Voices, alors aux éditions Cambridge. Alors dedans tu abordes, puisque je l'ai lu, j'ai pris le temps de lire tous tes bouquins, tu nous montres comment, suite au marronnage, la révolte des corps et des voix ont permis à l'art de se développer et inspirer toute une génération, encore aujourd'hui. Peux-tu nous parler un peu de ce bouquin-là ? Donc c'est un ouvrage collectif, moi j'ai écrit 2 articles dedans. D'accord. Et les autres ont été écrits par exemple Steve Gadet, Marilyn Daomé. Donc c'était une rencontre entre artistes et universitaires. D'accord. Parce que ce que je trouve intéressant, parce que nous en tant que chercheurs, on va interroger des gens qui ne sont pas chercheurs, oui, donc qui ont des choses à dire. Et sur certaines thématiques, eh bien, on peut rencontrer des gens, on peut avoir un avis ou une analyse, et on peut avoir aussi un vécu. Donc il y a des personnes qui sont à la fois artistes et chercheurs, ou l'un ou l'autre, danseurs, il y a eu des danseuses, etc. Donc voilà, où on parle du Maloya, du Groka, du Belé, du tambour créole. C'était une découverte pour moi aussi au Brésil. Et aussi de toutes les musiques de révolte, les danses et les musiques de révolte. C'était quelque part en fait parler du marronnage, c'est-à-dire comment finalement nos musiques et nos âmes nous ont permis quelque part de nous émanciper, que ce soit pendant l'esclavage ou aujourd'hui, parce qu'on parle du rap, on parle du hip-hop, on parle du dancehall, qui ont quand même une histoire d'abord d'émancipation, d'anticonformisme, de lutte aussi ou de dénonciation.
Donc tout ça, ça fait partie pour moi du marronnage par extension, quelque part. Pour ceux et celles qui nous regardent, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est le marronnage et ce qu'on appelle chez nous les nègres marrons? Beaucoup le définissent à l'origine comme la fuite des esclaves, esclaves qui fuyaient les plantations et qui, du coup, s'est installé dans les mornes, donc dans les montagnes, etc. Et qui est, du coup, être en marronnage. Un nègre marron, c'est par définition quelqu'un qui est aussi contre le système, qui quelque part cherche à s'émanciper, une forme d'émancipation aussi. Et donc par extension, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent « c'est un nègre marron », ça veut dire quelque part que je suis contre le système ou que je lutte. Ça va te faire sourire, mais pendant que je te regarde et pendant que je t'écoute, même si la lutte est aujourd'hui différente, c'est une lutte que tu mènes toi avec les mots et avec la culture. Mais quand je te regarde, tu me fais beaucoup penser à cette grande dame que nous respectons tous aux Antilles, qui est la mulâtresse Solitude. Merci. Quand je t'écoute parler, j'ai l'impression de voir cette femme incroyable qui se rebellait contre la colonisation et tout ça, et qui du coup a été tuée malheureusement, après lui avoir pris son bébé en plus. Oui. Mais ouais, tu me fais penser à une mulâtresse Solitude contemporaine. Merci beaucoup. Tes actualités sont bientôt le festival Cris de Femmes, dont tu es l'ambassadrice. C'est en mars. Peux-tu nous en parler un peu? Le festival Cris de Femmes a été créé par Jaël Uribe, qui est une femme poète. C'est d'abord un festival de poésie. Et moi, j'aime bien décliner la poésie sur tout le panel des arts, c'est-à-dire la danse, la musique, le théâtre, enfin partout où on peut mettre quelque part du lyrisme. Oui. Et donc, elle a créé ce festival pour mettre les femmes à l'honneur. Oui. Et sensibiliser quelque part le public contre les violences qui leur sont faites dans le monde. Donc ce festival va commencer cette année, le 7 mars. Il y a 30 pays qui participent. Ah ouais, d'accord. 30 pays, dont le Maroc, dont Israël, dont le Kosovo. Donc certains pays où on se dit l'Inde, etc. D'accord. Où les femmes ont beaucoup moins de liberté que chez nous. Mais il y a quand même, je ne vais pas dire que je lutte pour la parité, mais je lutte pour la reconnaissance, en tout cas, de la femme en tant qu'individu qui a toute sa valeur, son potentiel et qui a son rôle, pour le coup, je ne vais pas dire défini, normé, mais un rôle dans la société en tant qu'individu. Donc le festival Cris de Femmes, voilà, ce sont des artistes, moi, mais plein d'autres qui se mobilisent, des réalisatrices, des hommes aussi, des hommes, beaucoup d'hommes. D'accord. C'est ce qui est bien. Je trouve que c'est justement parler des femmes, c'est parler des femmes et des hommes. Parler de la violence faite aux femmes, c'est parler des femmes et des hommes, pas contre les hommes, mais avec les hommes. Alors là, on va passer à la partie de l'interview la plus soft, la plus cool. Tu dois répondre sans réfléchir. Ton ouvrage préféré? Push. Pourquoi Push? Parce que je l'ai lu, j'étais adolescente. C'est vraiment un livre qui m'a marqué. D'ailleurs, on a tiré un film qui s'appelle Precious. Et vraiment sur l'histoire de cette fille afro-américaine qui cumule, on va dire, les stigmates, enfin ce qu'on appellerait des stigmates, c'est-à-dire elle est obèse. Sa mère est une mère complètement démissionnaire, son père est incestueux, elle attrape le sida, elle a des enfants, enfin bref, tout ça à l'adolescence, à totale, et elle est illettrée, enfin bon, on a l'impression vraiment, et le pire c'est que c'est des choses qui existent, quoi. C'est une histoire vraie, je crois. C'est une histoire vraie, ouais. Le mot créole qui te représente ou qui représente ton état d'esprit? Je dirais lienage. Lienage, pourquoi lienage? Le lien, parce que déjà, je viens de deux familles, j'ai deux familles, mon père et ma mère, où le lien est important, le soutien, donc on sommes deux familles soudées. Lienage aussi parce que je pense aider l'autre aussi, c'est quelque part construire un pont entre les gens, construire un pont, tendre la main aussi à l'autre, c'est une forme de lienage en fait. Et le contact humain, simplement, j'aime beaucoup la rencontre avec les gens. Donc tout ça, c'est du lien, quoi. Je dirais que lienage, c'est ce qui me caractériserait le plus, en fait. Un proverbe? Les actes ont l'éloquence que les mots n'auront jamais. Si tu étais née il y a plusieurs années, quelle icône noire serais-tu? Harriet Tubman. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a été quelque part le lien entre certains esclaves et la liberté. Merci beaucoup Stéphanie d'être venue dans cette émission. Ça m'a fait très plaisir de recevoir une femme aussi talentueuse que toi. Merci. Tu as su mettre en lumière beaucoup de connaissances que tu as. Tu nous as apporté énormément de connaissances. Tu es pour moi un véritable exemple pour la jeunesse et pour les femmes d'aujourd'hui. Tu es une femme battante, une femme debout comme on dit chez nous. Donc merci pour tout ça et je te souhaite longue route et encore de beaux projets. Et encore continue à nous éclairer sur plein de choses dont tu as la spécificité. Merci beaucoup.
Cette interview est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bye bye.